Ce soir à l'émission, c'est la 28e Théâtromanie à l'école Le Tandem. Même s'ils ne deviennent pas des comédiens, ils vont avoir une affinité envers la culture théâtrale. Et à Saint-Jérôme, les marchands du centre-ville expriment leurs doléances. Il y a eu une dégradation dans l'attention qui est mise au niveau du centre-ville. En entrevue, je reçois l'écrivaine et historienne de l'art Madeleine Fortier pour son ouvrage « Découvre Vincent Van Gogh ». Donc, je cherchais vraiment un moyen de donner de l'information et d'amener l'enfant aussi à s'amuser puis à faire de l'apprentissage. Je m'entretiens également avec la docteure Lynne Couture qui craint des coupures à venir dans les soins de santé. On ne fera pas souffrir nos patients à cause des délais, là. Enfin, Sophie Tessier nous fait part de ses coups de cœur dans la programmation du cabaret-spectacle La Petite Église. On a vraiment une belle programmation. Là, vous allez me dire, vous dites ça souvent, mais honnêtement, au cours des prochaines semaines... Bienvenue à Accès Local. Jeudi 3 avril 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Cette semaine, c'était le coup d'envoi de la 28e Théâtromanie. Ça se passe à l'école primaire Le Tandem à Sainte-Thérèse. Vous étiez sur place. Oui Claude, ce sont quelques élèves de 6e année qui étaient les maîtres de cérémonie de cette conférence de presse qui lançait les festivités de Théâtromanie, qui serait le plus grand festival de théâtre dans une école primaire au Québec, selon Benoît Corriveau, qui est l'organisateur et fondateur de l'événement. À partir d'aujourd'hui, jusqu'au 25 avril, toutes les classes de l'école présenteront une pièce de théâtre à leurs camarades de classe et à leurs parents. Ce sont donc tous les élèves de tous les niveaux et de la prématernelle jusqu'à la 6e année qui sont impliqués dans cet événement. C'est en 1987 que M. Corriveau a fondé le festival alors qu'il était enseignant à l'école de Tandem. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais c'est toujours lui qui organise l'événement. Dans sa carrière, il a suivi l'évolution de dizaines de cohortes dans leur apprentissage de cette discipline et a vu surtout les effets bénéfiques qu'a eu le 4e art sur leur développement. On peut l'écouter à ce sujet. Ce qui est le plus beau, c'est que c'est pas nécessairement les élèves qui réussissent facilement à l'école ou académique qui vont performer davantage au théâtre. Fait que ça permet à des jeunes de vivre des réussites, puis c'est une réussite commune. Le parent qui s'en vient à l'école voir un spectacle, il s'en vient pas se faire dire que son enfant fonctionne pas ou qu'il fait pas ses devoirs ou que il s'en vient voir une performance où son enfant va être aussi bon que les autres puis qu'il va participer à la réussite du groupe. Ça, c'est beau. Ça n'a pas de prix. Et ce jour-là, les jeunes ont profité de l'occasion pour introniser un nouvel auteur dans leur allée des dramaturges. Qu'est-ce que c'est ça, Clara? Alors, c'est un corridor de l'école qui est dédié aux grands auteurs de théâtre québécois. L'année dernière, c'est Michel Tremblay qui a inauguré l'allée des dramaturges. Cette année, c'est Robert Lepage qui l'a rejoint. Pour Sébastien Gauthier, qui est président d'honneur de Théâtromanie, il est important d'être exposé au théâtre dès un très jeune âge. Monsieur Gauthier s'y connaît en relève théâtrale. Il est notamment coordonnateur du programme d'interprétation au Collège Lionel Groulx et cofondateur du Petit Théâtre du Nord. On l'écoute. C'est sûr que ces gens-là vont avoir une affinité envers le théâtre. Même s'ils ne deviennent pas des comédiens, ils vont avoir une affinité envers la culture théâtrale du Québec, de notre culture, puis probablement aller au théâtre plus tard, puis aimer ça parce que faut le développer, ça. Et quel est, Clara, l'engagement qui est demandé à chaque participant? Alors, les textes sont connus des jeunes depuis le mois de décembre dernier. Les élèves ont appris leurs textes. Pour les plus jeunes qui ne savent pas encore lire, ils apprennent plutôt des chansons. Dans le dernier mois, ils répétaient la pièce presque tous les jours. Depuis cette année, l'école Le Tandem est officiellement à vocation théâtrale. Donc, les parents d'élèves qui ne vivent pas sur le territoire de l'école peuvent maintenant y inscrire leur enfant pour que leur parcours scolaire soit à concentration théâtrale. Je laisse le témoignage de quelques élèves de 6e année sur leur expérience. J'ai vraiment aimé ça, faire la conférence de presse parce que on pratiquait. À un moment donné, j'ai appris mes répliques, puis là, j'étais fière de les savoir. J'ai vraiment hâte de faire l'autre pièce parce que là, je l'ai vu, c'est vraiment amusant de monter sur la scène. C'était amusant pour le public, mais c'était aussi amusant pour nous. Donc, j'ai vraiment hâte de faire l'autre pièce, de voir si ça va être pareil, et j'ai hâte de le présenter à mes parents. Je suis ici depuis la maternelle, puis on a dû faire du théâtre. Et au début, en maternelle, quand je chantais, j'aime pas du tout chanter. Donc, j'aimais pas ça. Mais après, ça allait parce que, on savait lire. Donc là, on disait des vraies répliques et on chantait pas. Donc après, j'ai aimé ça. Même si quelqu'un va rire de toi, c'est pas grave, c'est un rôle que tu joues. Dès que tu mets les pieds sur scène, c'est un rôle que tu joues, c'est pas toi, c'est pas vraiment moi. Moi, dans ça, j'aurais jamais fait ça dans ma vie.
Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question des doléances exprimées par les marchands du centre-ville de Saint-Jérôme. À plus tard, Claude. La juge Audrey Bochter de la Cour supérieure rejette la demande d'injonction de la ville de Blainville qui visait à suspendre l'expropriation d'un terrain à haute valeur écologique situé dans la Grande Tourbière de Blainville, là où la firme Stablex sera finalement autorisée à entreprendre les travaux de construction et d'aménagement d'une nouvelle cellule d'enfouissement de matières résiduelles dangereuses. Tout en reconnaissant que le déboisement qui y sera réalisé causera un préjudice irréparable, la juge Bochter, dans sa décision rendue hier, dit avoir retenu les arguments avancés par Stablex et soutenus par le gouvernement Legault quant à l'urgence de procéder pour éviter un éventuel bris de service. La ville de Blainville a fait savoir qu'elle procéderait à un examen approfondi de la décision afin de déterminer les prochaines étapes. Les 13 000 travailleuses des centres de la petite enfance affiliées à la Confédération des syndicats nationaux sont en grève nationale partout au Québec, et ce jusqu'au 4 avril. Dans les Laurentides, les grévistes manifestent devant leur CPE pour augmenter la pression sur le gouvernement. Le 3 avril, elles participeront à la manifestation nationale à Québec. Le mandat de grève, pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, a été adopté à 91 %. Ces moyens de pression sont mis en place par les travailleuses qui demandent au gouvernement d'améliorer leurs conditions de travail. L'écrivaine et historienne de l'art Madeleine Fortier ajoute un 5e titre à la collection L'art raconté aux enfants avec un ouvrage intitulé Découvre Vincent Van Gogh qu'elle vient tout juste de publier. Elle est avec nous pour en parler. Bonsoir Madeleine Fortier. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous aviez fait auparavant le même exercice avec d'autres peintres, Dali, Bosch, De Vinci et Munch, dans ce qu'on pourrait appeler des livres cahiers, hein, dans lesquels les enfants peuvent intervenir. Vous me semblez particulièrement fier de votre petit dernier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que je cherchais la formule idéale. Donc, j'avais commencé avec ces petits livrets-là, qui étaient quand même intéressants, en couleur et tout. Ouais. Sauf que c'était pas tout à fait ça que je cherchais. Alors là, j'ai été plus dans un format livre avec Léonard, inventeur génial. C'était pas encore tout à fait ça. Donc, je cherchais vraiment un moyen de donner de l'information et d'amener l'enfant aussi à s'amuser puis à faire de l'apprentissage. Et là, avec ce livre-là, je l'ai trouvé. Donc, c'est un format qui est très agréable. Et puis, là-dedans, je vais demander, par exemple, j'explique des choses à l'enfant et je vais lui dire, bon, par exemple, que Vincent Van Gogh a écrit plus de 600 lettres à son frère Théo, qui était vraiment son grand ami, et que dans ces lettres-là, il mettait aussi des images, des croquis de ce qu'il était en train de faire, de ce qu'il avait en tête. Alors, alors j'explique ça à l'enfant, je montre ça, puis après ça, je lui dis, bon, mais à ton tour, écris une lettre à quelqu'un que tu vois pas souvent, que tu n'as pas vu depuis longtemps, puis même fais des dessins pour expliquer qu'est-ce que tu as fait dans ta journée. Donc, c'est vraiment, je veux que l'enfant apprenne des choses sur le peintre, sur l'artiste, mais aussi qu'il fasse un apprentissage. Oui, quand vous dites que Van Gogh, c'était un peintre extrêmement passionné, vous demandez à l'enfant, toi, est-ce que tu en as une passion, et vous l'invitez à l'exprimer? Oui. L'ouvrage tient sur 56 pages, donc dans un format, vous l'avez montré, 8,5-11. Vous survolez la vie, surtout la carrière de l'artiste, qui a été, somme toute, assez courte, hein, on ne le sait pas, ça a duré à peu près 10 ans, cette carrière-là, très prolifique et surtout ignorée par ses contemporains, ce qui frappe l'imaginaire quand on connaît la suite des choses. Alors, je m'adresse à l'historienne. Dites-moi, pour vous, qui était Van Gogh et pourquoi son génie n'a pas été reconnu tout de suite de son livre? Parce qu'il était extrêmement différent des autres. Qui était Van Gogh? C'était un être vraiment passionné. Effectivement, je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser, et extrêmement persévérant. Oui. Parce que quand on dit 2100 œuvres en 10 ans, et là-dessus, il n'en a vendu qu'une seule de son vivant, il continuait toujours à peindre sans arrêt. Il pouvait peindre par-dessus une autre toile. Une œuvre à toutes les 36 heures. En moyenne, durant ces 10 années-là. C'est assez impressionnant. Puis, en fait, sa passion, il a toujours eu cette passion-là dans ses métiers précédents, surtout quand il était prédicateur.
Donc, il a été prédicateur pendant à peu près, je pense, 6 ans. Et sa passion, il l'a transférée, dans le fond, dans la peinture. Oui, il a fait toutes sortes de métiers. Oui. Comment vous avez choisi comment vous avez choisi de le présenter aux enfants? C'est davantage par son travail d'artiste, peut-être un peu moins les côtés sombres de sa personnalité. Effectivement, je pense que je voulais vraiment montrer le côté artiste, le côté passion, le côté persévérance. Je voulais que ce soit un peu un modèle. Je voulais pas parler de choses moins agréables. Je pense que c'était pas nécessaire. Donc, je pense que quand on écrit pour les enfants, il faut quand même faire attention à ce qu'on écrit. Parler de maladie mentale, de suicide, c'est plutôt délicat. C'est pas quelque chose dont je voulais parler. Chacune des sections du livre porte sur un moment important de la vie du peintre, l'endroit où il séjourne, ce qui l'inspire dans la création de ses tableaux. Chaque fois, ça se termine par des questions. Oui. J'ai envie de vous en poser une de vos, que je vais traficoter un peu, et elle est très simple. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans la peinture de Van Gogh? Qu'est-ce que j'aime? En fait, j'aime le personnage. Oui. C'est cette personne-là que j'aime. Qu'est-ce que j'aime aussi? C'est tout, parce que dans le fond, là, quand on regarde tout ça, on se dit, Van Gogh, il n'a pas vraiment appris à faire de l'art. Il a appris par lui-même, beaucoup, en copiant les autres. Mais à sa manière. À sa manière. Ouais. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec tout ça, il a créé son propre style. Et aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Van Gogh disait, l'art, pour moi, c'est mon paratonnerre. C'est ce qui m'empêche de sombrer dans la folie. Donc, c'est comme si l'art l'avait sauvé. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant. Alors, ça s'appelle Découvre Vincent Van Gogh de Madeleine Fortier dans la collection L'art raconté aux enfants. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. La 26e édition de la classique de golf annuelle de Moisson-Laurentide se déroulera le mardi 20 mai au club de golf Le Blainvilliers. L'invitation s'adresse à toute personne qui souhaite contribuer à la mission de l'organisation qui œuvre à l'approvisionnement alimentaire des organismes communautaires desservant les personnes vulnérables de la région des Laurentides. Il est possible de s'y inscrire ou de contribuer dès maintenant. Pour chaque dollar reçu, Moisson-Laurentide redonne l'équivalent de 15 $ en denrées. Des parents de l'école primaire Saint-Jean-Baptiste ont exprimé leurs inquiétudes à la ville de Saint-Jérôme quant au manque d'espace sécuritaire pour y déposer leurs enfants. Le centre de service scolaire de la Rivière-du-Nord et l'école ont fait plusieurs propositions à la ville pour régler cette problématique de sécurité. Saint-Jérôme n'a toujours pas répondu à la demande de solution, mais soutient faire des travaux dans plusieurs écoles depuis 2 ans selon un ordre de priorité établi. On s'en va maintenant du côté du cabaret-spectacle La Petite Église de Saint-Eustache avec sa directrice Sophie Tessier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Pour le mois d'avril, vous avez une programmation assez diversifiée à nous proposer. Oui, en effet, on a vraiment une belle programmation. Là, vous allez me dire, vous dites ça souvent, mais honnêtement, au cours des prochaines semaines, on a quand même pour tous les goûts. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, l'humoriste François Bellefeuille débarque chez nous avec son spectacle en rodage. Puis dans quelques jours plus tard, suivra Mariana Mazza, également en rodage. C'est toujours des belles soirées parce que ces humoristes-là viennent tester du matériel. On est dans une salle intimiste, chaleureuse. Fait que les gens, il y a une belle rétroaction, un beau partage. Fait que ça crée vraiment toujours des moments magiques. Fait que ça, c'est ce qui s'en vient du côté de l'humour. Oui, ça se prête, vous avez raison, une salle comme ça se prête bien à ça. Vous proposez aussi des spectacles avec des artistes qui sont moins connus ou méconnus. Tout à fait, oui. D'ailleurs, on a une petite perle qui s'en vient, mais qui roule sa bosse depuis de nombreuses années, Sylvie Paquette. Donc, Sylvie, en fait, d'ailleurs, plusieurs ont pu la voir en première partie de Daniel Lavoie. Elle continue d'ailleurs d'assurer ses premières parties actuellement. Donc, ce qu'elle vient nous livrer, c'est vraiment son spectacle solo, donc qui revoit ses 8 derniers albums en carrière. Et ce qui est particulier pour ce spectacle-là, c'est qu'elle a invité des artistes qu'elle chérit à revisiter, si on veut, son répertoire. Donc, elle a invité des artistes comme, puis là, je veux pas en manquer quelques-uns, mais donc Salomé Leclerc, Rosie Valland, Ingrid Saint-Pierre, Antoine Corriveau, Émile Proulx. Donc, ils sont plusieurs, donc, qui revoient justement des pièces. Puis, lors de ce spectacle, elle invite certains d'entre eux à venir partager la scène. D'ailleurs, lors de notre spectacle le 12 avril prochain, c'est Antoine
Antoine Corriveau qui va venir partager la scène avec l'artiste. Donc, ça promet vraiment d'être un beau moment parce que c'est toujours des spectacles empreints avec beaucoup de poésie. Elle va dans des sujets profonds, là, puis... Oui, puis elle chante bien, elle écrit bien, c'est une bonne musicienne. Oui. Dans le fond, ce qu'elle nous propose, c'est parfait. Tout à fait. Ça va être un spectacle vraiment magique. J'ai vu aussi que vous aviez une proposition théâtrale à nous faire en avril. Oui, une proposition théâtrale pour le moins originale. Ouais. Donc, c'est le Théâtre du Bistouri qui nous visite pour une deuxième fois à la Petite Église. Donc, eux, ce qui nous amène comme concept, c'est vraiment un trio gagnant. Donc, soirée théâtre en formule 5 à 7, accompagnée d'un verre qu'on offre aux spectateurs. Donc, c'est inclus dans le prix avec quelques grignotines. Donc, après le travail, sur le coup de 17 h, les gens sont invités à se déplacer, venir à notre salle. Donc, entre 17 et 18 h, c'est vraiment, comme je disais, en mode 5 à 7. À 18 h, les projecteurs sont rivés sur la scène, la pièce de théâtre commence. Dans ce cas-ci, c'est la pièce Pas maintenant. Donc, c'est une pièce qui aborde des thèmes comme la politique, la religion, le deuil, mais qui sont partagés entre deux personnages, une personne un peu plus jeune, une personne un peu plus âgée. Donc, on les voit vraiment dans une espèce de confrontation et tout, mais vraiment avec une bonne dose d'humour. Donc, c'est pas une pièce qui est lourde, alors c'est une belle soirée en perspective. Puis à faible coût également. Fait que c'est une belle occasion pour des gens qui aiment le théâtre ou qui souhaiteraient s'initier en quelque sorte là, de venir lors de cette soirée. Donc, ça promet très belle proposition qui a été faite, sauf erreur, pour ce genre de formule-là. Oui, elle tout a été à fait. présentée partout ailleurs, comme ça, en formule 5 à 7. Quelle belle idée. Oui. Vous faites une autre proposition avec des artistes qui sont issus de la relève. Oui. Et pour nous, c'est vraiment un point d'honneur qu'on se fait de toujours mettre des artistes également de la relève à notre programmation. Et là, l'artiste que j'ai à vous proposer, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises en spectacle. Une véritable bête de scène. Un guitariste, c'est un virtuose. C'est un nom à retenir. Yvan Boivin-Flamand. Donc, c'est un artiste qui est issu des Premières Nations. Honnêtement, ce qu'il vient nous proposer, c'est son spectacle solo, parce qu'on a eu l'occasion de le voir avec des artistes comme Paco, Scott Pienne-Picard, Florent Volant. Donc, il arrive vraiment avec un spectacle très rock anglais, indie pop aussi. Puis c'est vraiment une scène, en fait, une étoile montante de la scène autochtone, puis assurément un artiste de la relève là, qui est à surveiller. Dans vos coups de cœur du mois d'avril aussi, il y a un spectacle pour les enfants. Ben oui, nos tout-petits sont pas en reste, en effet. Donc, le 13 avril, on présente le spectacle Béa Bestiole. Donc, les enfants sont invités en après-midi à venir voir du théâtre pour eux. Donc, on installe les petits tapis de sol par terre. Donc, ils ont vraiment une belle proximité avec la scène. Donc, c'est une belle immersion pour eux. C'est un spectacle qui est vraiment participatif, rigolo. Donc, les enfants vont être amenés à bouger, à chanter, à danser. C'est un spectacle qu'on voit un petit peu l'univers fascinant des créatures volantes. Donc, avec des animaux, tout ça. Donc, quelque chose qui saura plaire assurément aux enfants. J'en ai vu des extraits. Ça a l'air extrêmement sympathique. Sophie Tessier, merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Le récent budget du gouvernement du Québec prévoit des dépenses de 65,5 milliards de dollars en santé, une augmentation de 3 % qui fait craindre des coupures dans les soins destinés aux patients. J'en discute avec la Dr Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de Laurentide-Lanaudière. Dr Couture, bonsoir. Bonsoir. Avant le dépôt du budget, vous aviez manifesté votre inquiétude quant à l'obligation pour l'Agence Santé Québec d'effectuer des coupes de 1,5 milliard de dollars. C'est une mesure qui n'a pas été retenue, qui a été absorbé, dans le fond, dans le budget. Ça vous rend pas moins inquiète pour vos patients, tout de même? Non, parce que Santé Québec avait quand même trouvé le tour de couper près de 800 millions. Et ça n'a pas été réinjecté. Et là, quand on regarde le budget, oui, vous avez mentionné une hausse du budget, mais il faut savoir que la hausse avec l'inflation puis les coûts structurants, c'est plus que la hausse qui est prévue dans le budget. Fait que de facto, c'est des coupes. Parce que ça ne couvre pas les coûts de système. Exactement. La région des Laurentides, on le répète depuis des années, est parmi celles qui sont les plus négligées dans le réseau. Alors, cette réalité-là n'a manifestement pas changé. Ça se traduit comment actuellement sur le terrain? Bien, ça veut dire que les services sont diminués pour les patients. Puis là, on peut penser à tous les volets, que ce soit donc les patients en ambulatoire, ce que je veux dire par là, les gens qui sont chez eux puis qui reçoivent des services à domicile, où là, les listes d'attente s'allongent. Les listes d'attente s'allongent aussi pour les examens en radiologie parce que, vous le savez aussi, la main-d'œuvre indépendante a été coupée. Donc là, on est vraiment dans un réseau où c'est du temps supplémentaire qui doit être fait.
on est dans un problème de pénurie, on est encore dans un problème où on a un budget à resserrer. Fait que donc, les services sont là, mais à une vitesse moins grande. Moins grande, c'est ça. Vous dites que les médecins de famille doivent faire des prouesses pour permettre à leurs parents d'obtenir leurs patients, petit lapsus, vous êtes presque parents avec eux, dans le fond, d'obtenir des soins appropriés dans des délais raisonnables. Donnez-nous un exemple des impacts que ça peut avoir, ça, sur la santé des gens et sur le système lui-même. Bien, écoutez, on a le premier exemple qui me vient en tête quand vous dites ça, c'est l'accueil clinique, qui est un système qu'on a mis pour contourner l'urgence, pour être capable d'avoir des services donc rapides pour des situations qu'on dit subaiguës. Donc, c'est urgent en dedans de 3, 4 jours, 5 jours. Il faut que ça se fasse cette semaine. Alors, là, ce système-là est en place pour sauver donc les gens et à l'urgence, qu'on organise les choses. Et les délais pour ce genre d'intervention-là sont passés tranquillement à 2 semaines et parfois à 1 mois. Donc, ça peut avoir des conséquences qui sont graves sur certaines situations, comme par exemple, j'ai en tête une patiente que j'ai envoyée il y a quelques semaines pour un risque convulsif. Donc, est-ce que c'était de l'épilepsie, oui ou non, l'absence qu'elle avait faite? Et ça a pris plus qu'1 mois avant d'avoir... c'est ça. Donc, ce sont des risques. On parle d'une gestion de risque. Évidemment, ce que ça fait, c'est que ça fait que nous, comme médecins de famille, si on est inquiet pour nos patients d'une façon plus importante, si ce délai-là, maintenant, n'est plus acceptable, ben, on n'a pas le choix de les envoyer à l'urgence parce qu'on ne fera pas souffrir nos patients à cause des délais, là. Ouais. On ne peut pas faire ça. Fait qu'on s'en occupe quand même, on appelle les spécialistes. Ça nous prend plus de temps pour chaque patient pour être capable de donner le bon service. C'est ça qui se passe. Okay. Vous dites que vous vous sentez comme un ouvrier à qui on aurait enlevé son marteau. Quels sont les secteurs où le gouvernement devrait investir, selon vous, s'il arrivait à dégager un peu d'argent en coupant, par exemple, dans le recours aux agences privées? Là, où est-ce que les besoins sont les plus criants? Bon. Alors, en santé, dans le fond, là, quand on regarde, ça devrait être une pyramide. Hein? On devrait être capable, donc, d'avoir nos services de base dans la communauté, puis aller de moins en moins vers le centre hospitalier. Ce que ça veut dire, c'est que, dans le fond, autour du médecin en bureau, il devrait y avoir une équipe. On devrait être capable de compter sur des infirmières, des travailleurs sociaux, des physiothérapeutes, plein de monde dans le fond, pour être capable de donner les services dans la communauté. C'est là où ça coûte le moins cher, quand c'est donné comme ça. Alors, s'il y avait une chose, puis le maintien à domicile également, c'est sûr que si on est capable d'organiser les choses pour que les patients restent chez eux, ça coûte moins cher. Et ça, c'est un peu ce que je voulais qu'il se dégage du communiqué, c'est dire, ça nous prend une vision gouvernementale à moyen et à long terme. Actuellement, le gouvernement, lui, ce qu'il dit, c'est la santé, c'est une dépense, puis on va s'arranger pour couper le budget, pour boucler notre budget cette année. Il n'y a pas une vision long terme. Pour eux, c'est pas un investissement, c'est une dépense. C'est incompréhensible pour nous, là. Est-ce qu'on atteint le point de rupture? Est-ce qu'on pourrait subir d'autres compressions dans le réseau? Écoutez, quand on regarde ce qui se passe, on n'arrête pas de limiter donc les dépenses dans le réseau, puis pourtant, on engage des top guns et on les rémunère à de bons revenus et on augmente de 10 % dans la dernière année. C'est un peu incompréhensible pour nous qu'un gouvernement de comptables compte de cette façon-là. Docteur Lynne Couture, présidente de l'Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-la-Naudière, merci de nous avoir rendu visite. Ça nous a fait plaisir, merci. On est de retour avec Clara Matéjonet. Il y a des propriétaires de commerce du centre-ville de Saint-Jérôme qui ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils appellent une certaine décrépitude du secteur qu'ils attribuent à la négligence de la ville. Nos caméras étaient là. Oui, Claude, notre équipe est allée voir sur place ce qu'il en était pour entendre les demandes et les préoccupations des commerçants dans notre reportage de ce soir. Les commerçants du centre-ville, on s'est regroupés puis on a vraiment soumis des commentaires et des propositions à la ville vraiment sous 3 axes, qui est l'accessibilité du centre-ville, le sentiment de sécurité puis l'offre culturelle. Moi, je suis propriétaire au centre-ville de Saint-Jérôme. Je suis et propriétaire et locataire du centre-ville de Saint-Jérôme depuis plus d'une décennie. Et je peux sans conteste affirmer qu'il y a eu une dégradation dans l'attention qui est mise au niveau du centre-ville. Ne serait-ce que changer des ampoules qui sont brûlées. Il y a des ampoules sur la rue qui sont brûlées, ça va faire 5-7 ans. Il y a des poteaux qui sont complètement
pourris par la rouille, qui sont tombés. Puis donc, avant de passer au travers d'un poteau de 2,5 pouces, il faut que tu le négliges longtemps. Des exemples comme ça, il y en a une multitude. Évidemment, l'Association commerciale du centre-ville de Saint-Jérôme a proposé des solutions parce qu'on y croit au centre-ville, parce qu'on veut vraiment le faire vivre. Entre autres, au niveau de l'accessibilité. Le stationnement étagé, c'est certainement une façon de permettre à plus de citoyens et de travailleurs de venir au centre-ville et de pouvoir y avoir accès. Quand on parle de sécurité, bien, il y a plein de façons d'obtenir la sécurité au centre-ville. On a commencé à avoir des policiers qui se promènent à pied dans la rue et qui interviennent avec les gens. Ça augmente beaucoup le niveau de sécurité. Mais il n'y a pas juste ça. Le fait d'illuminer correctement avec des lampadaires qui n'ont pas des lumières brûlées, ça augmente le niveau ou en fait le sentiment de sécurité qu'on a au niveau du centre-ville de Saint-Jérôme. Puis au niveau culturel, bien, on a mis en valeur la cathédrale, on a un amphithéâtre, on a un jardin du savoir, mais il n'y a pas d'activités qui y sont tenues. On a arrêté de faire la patinoire au niveau du parc Labelle. L'amphithéâtre, il y a possibilité de donner à contrat à un promoteur, quelqu'un qui va faire des activités midi et soir pendant toute la période estivale. On a déjà eu des activités qui se tenaient avec des petits passeports. Donc, ce sont toutes des façons très faciles de mettre en valeur le centre-ville et de permettre aux citoyens de repasser au centre-ville de Saint-Jérôme. Quand les gens viennent, il n'y a pas forcément du stationnement et ils vont faire un grand détour. Donc, il y a aussi un système de sens unique au niveau des rues qui montent et qui ne descendent pas forcément, où il faut faire un grand détour avant de revenir au point à nos commerces. Et entre-temps, la place est prise. On va ramener ça plus spécifiquement au niveau du stationnement. Les jours de semaine, c'est extrêmement difficile de se stationner au centre-ville. Il y a énormément de places qui ne sont pas accessibles à cause de vignettes de stationnement qui sont sous-utilisées. Il y a beaucoup d'argent qui a été investi par la Ville pour refaire la promenade sur le bord de la rivière. Fait que ça a été un gros projet qui a pris plusieurs années à mettre en place. Le projet, la construction est terminée, mais malheureusement, il n'y a absolument rien qui se passe sur la promenade. C'est beau, c'est là, mais ça ne sert à rien. Fait que moi, je vois vraiment un impact là, comme si la Ville laissait le centre-ville mourir de sa petite mort. Là. Ça fait 11 ans bientôt que je suis installé au centre-ville. J'ai vu la ville, le centre-ville s'embellir. Puis bon, il y a eu la COVID qui a affecté tout le monde. Alors, on dirait qu'il y a eu un laisser-aller et il y a un laisser-aller qui se crée depuis le retour à la normale de la situation. Et lorsqu'on fait un marché de Noël, on arrive à un centre-ville où il n'y a pas de décoration de Noël. Ça fait un petit peu la grande noirceur. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Il y a eu un accident il y a 7 ans, 8 ans environ qui a emporté un lampadaire. Mais ça fait 7 ans, 8 ans qu'il n'y a pas de lampadaire encore d'installer à cet endroit-là, malgré le fait qu'on nous promet que oui, ça se peut qu'à un moment donné, que peut-être il y ait des changements de lampadaire. Donc, présentement, ça cause un manque de luminosité. Ce que ça fait, c'est que les gens ne viennent pas au centre-ville parce qu'ils ont peur de se promener au centre-ville avec tous les campements qui existent là, présentement, avec le problème d'itinérance dans lequel on vit au centre-ville. Dans le fond, nous, on est des gens de terrain qui vivons le centre-ville au quotidien. Donc, on est en mesure de ramener à la ville des situations qui sont problématiques avec lesquelles des solutions simples peuvent être amenées, comme changer des ampoules dans des luminaires. Puis j'ai l'impression qu'à chaque fois, on se bute vraiment à une fermeture de la ville, un manque de transparence ou de communication de leur part, je ne sais pas, mais vraiment, on sent que nos demandes ne sont pas écoutées, ne sont pas abordées avec sérieux. Puis on est obligé de prendre des moyens plus grands comme publier des lettres ouvertes pour avoir une certaine écoute de la part des dissidents municipaux. Nous sommes la vitrine du centre-ville. Nous sommes un petit peu les yeux de ce qui se passe ici. On est en contact direct avec nos clients qui ce sont des Jéromiens, des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent au centre-ville voir comment ça se, nos commerces, etc. Puis quand les gens voient ce qui se passe, c'est un petit peu rebootant. Donc nous, on est là, on est allé vers la ville avec des problématiques, des solutions, et puis on attend que les choses se passent. Voilà, Claude, de son côté, la ville de Saint-Jérôme n'était pas disponible pour émettre de commentaires. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Je vous invite à consulter l'ensemble de notre programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.